Alors, bonjour à tous. Bonjour à ceux qui se joignent à nous, qui n'étaient peut-être pas là ce matin, qui sont arrivés ce midi, pour vraiment, avec nous tous ensemble, comme c'est indiqué, lancer, si on peut dire, les discussions dans le cadre de ce 92e congrès de l'Union des producteurs agricoles. Ensemble, nous sommes l'Union des producteurs agricoles. C'est un thème qui est venu de soi, qui a découlé de soi lorsqu'on a voulu préparer ces instances-là, ces assises-là, parce que c'était le thème qu'on a utilisé pour développer notre plan de développement de l'Union des producteurs agricoles pour les 5 prochaines années. Et ensemble, c'est un mot qui est fort. Quand on débute une phrase par « ensemble », c'est invitant, c'est une main tendue, c'est une force qu'on annonce. Ensemble, c'est la seule façon de régler des problèmes qui nous concernent collectivement. Et trop souvent, dans nos sociétés, surtout dans la société d'aujourd'hui où on valorise beaucoup l'individualisme, le mot « ensemble » est peu ou pas suffisamment utilisé. Alors que nous, au Congrès de l'Union des producteurs agricoles, on en fasse notre thème. Ensemble, nous sommes l'Union des producteurs agricoles. C'est un message très fort entre nous, parce qu'on se dit ensemble entre nous, mais on dit aussi ensemble avec les autres. Et si on regarde dans la dernière année, c'est ensemble avec les différents ministères du gouvernement qu'on a essayé de faire avancer nos dossiers. C'est ensemble avec nos partenaires de l'industrie, soit de la transformation ou de la distribution, qu'on a tenté de trouver des solutions à certains dossiers. Et c'est ensemble avec la population qu'on va pouvoir assurer un avenir à notre agriculture, à notre secteur bioalimentaire. Je dis bioalimentaire parce que trop souvent, lorsqu'on oublie dans agroalimentaire qu'il y a la forêt aussi parmi nous, il y a les horticulteurs, il y a des gens qui produisent des fibres. Alors, le bioalimentaire, l'agriculture et le bioalimentaire, c'est très vaste. On a donc procédé avant de dîner à l'adoption de notre plan de développement pour les 5 prochaines années. Puis, c'est sûr que ça s'est fait un peu vite parce que c'est quelque chose qu'on avait travaillé dans chacune de nos instances tout au cours de l'année. Mais j'aimerais revenir sur quelques éléments. Et aussi, avant peut-être d'aller là, parler un peu du congrès qu'on va tenir dans les prochains jours et certaines nouveautés qu'on a inscrites dans ce congrès-là. Parmi les nouveautés, on va avoir la chance d'entendre l'opposition, les 3 chefs des partis d'opposition, sur leur vision de l'agriculture et leur perspective pour le milieu agroalimentaire. Alors, comme on a adopté cette année notre plan de développement, on disait que ça serait intéressant parce qu'à chaque année, on entend le ministre de l'Agriculture, on entend le point de vue du gouvernement sur l'agriculture, puis c'est très important. Mais cette fois-ci, puis on verra si on en prend une habitude, mais cette fois-ci, on a dit dans le contexte d'un plan de développement sur 5 ans, puis aussi parce qu'on s'est donné le mandat de travailler davantage avec l'ensemble des partis politiques, ce serait intéressant d'entendre leur point de vue. Donc, on va recevoir M. Lisée, M. Legault et M. Kadir sur leur vision de l'avenir de l'agriculture. Ça fait que ça sera demain après-midi, ça sera certainement un moment intéressant pour tout le monde. D'autant plus que la prochaine campagne électorale s'annonce, pour l'instant, ça peut changer, assez serré. Et qu'on voit que déjà, la lutte est engagée. Alors, ça peut être intéressant d'entendre leur position. Au niveau du plan de développement, et vous allez discuter cet après-midi dans les ateliers également, l'Union, ensemble, on est très conscient des changements qui s'opèrent dans la société. Si vous regardez les thèmes qu'on va aborder, la réalité des fermes de plus petite taille ou la diversité de l'agriculture et des marchés. Ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus important, quelque chose qui est présent
partout sur le territoire. Démarrer en agriculture, c'est le projet de plusieurs jeunes, de plusieurs personnes. Et c'est un projet que nous, l'Union des producteurs agricoles, on doit chercher à accompagner par les moyens dont on dispose, par les façons dont on peut intervenir. Alors, ça fera partie d'une des discussions qu'on va avoir. L'autre élément aussi qui change dans l'environnement politique, c'est le rôle de nos élus municipaux dans le développement des régions du Québec. Monsieur Lehoux, Richard Lehoux, président de la FQM, avec qui j'ai travaillé beaucoup dans la dernière année, a mené ou présidé son organisation dans des discussions avec l'État pour avoir plus de souplesse pour exercer une gouvernance de proximité. Et ça s'inscrit drôlement bien avec les décisions qu'on a prises lorsqu'on a mis en place l'UPA du futur, d'avoir des syndicats locaux qui épousent les territoires des MRC. Et si vous avez vu dans la presse plus ce matin, M. Lehoux faisait justement mention de la capacité du pouvoir des MRC d'intervenir sur leur territoire. Mais ça soulève aussi des questions sur comment on va gérer la protection du territoire agricole, mais aussi et surtout comment on pourra s'impliquer dans les plans de développement de la zone agricole. Des plans de développement auxquels on a pratiquement toujours participé dans presque toutes les MRC du Québec. On va aussi discuter des attentes sociétales. Je n'élaborerai pas trop parce que je vais y revenir un peu plus tard, mais on va également aborder la question de la relève syndicale au féminin. Et ça, je pense que c'est important qu'on en parle un peu. Et hier, j'avais une discussion avec Jacinthe Gagnon, que peu d'entre vous ne connaissent pas. Et Jacinthe me disait qu'elle aimait mieux qu'on en parle sous l'angle de l'entrepreneuriat féminin en agriculture. Je pense que elle a raison lorsqu'elle nous propose d'aborder le sujet sous cet angle-là. Dans les écoles d'agriculture, plus de la moitié des étudiants sont des filles. Dans les productions en émergence, plus de la moitié des entreprises agricoles sont possédées par des femmes. Donc, il y a réellement une évolution de la place des femmes en agriculture. Je dis évolution parce qu'elles ont toujours été là. Et beaucoup plus que ce que les médias en ont rapporté ou ce que nous, on a pu faire comme organisation pour leur donner une place. Et dans l'UPA, où on dit « ensemble », il faut s'assurer que les femmes en agriculture aient une place de choix pour s'exprimer en tant qu'entrepreneurs agricoles et exercer un rôle de leadership au sein de nos organisations syndicales. Alors moi, j'en ai fait un peu un objectif personnel de vous convaincre, de vous amener à faire cet espace-là, à créer cet espace-là pour les femmes entrepreneurs en agriculture. Mais aussi à travailler ensemble pour que ces entrepreneurs-là, dans leur milieu, aient des services qui correspondent à leurs besoins. Et ça, là, c'est un défi qui interpelle la société, qui interpelle la ruralité. Alors, c'est des sujets qu'on va aborder cet après-midi dans les discussions qu'on va avoir ensemble. En cours d'année, on rencontre beaucoup de producteurs, beaucoup de productrices. On fait le tour des régions, on fait le tour des spécialités. Et moi, si j'avais un mot à mettre sur l'année 2016, ça serait le mot « inquiétude ». Ça serait le mot « inquiétude » parce que, en même temps que les producteurs sont engagés, puis en même temps qu'ils sont déterminés, ils sont inquiets. Et l'inquiétude, c'est le pire des sentiments qu'on peut avoir lorsqu'il faut investir. C'est contre-productif, l'inquiétude. Dans les sports, un sportif qui est inquiet de sa performance ne réussit jamais à se dépasser. Parce que s'il part sur le pied d'en arrière au lieu de partir sur le pied d'en avant, c'est sûr que lorsque ça va être le temps de faire son saut, il va être déséquilibré. En affaires, l'inquiétude, c'est contre-productif.
Et ce que j'ai entendu en 2016, de façon générale, c'est inquiétude. C'est ce que j'ai ressenti. Puis j'ai mis des mots sur cette inquiétude-là. Parce que peu importe les secteurs, je l'ai ressenti comme je le disais. Inquiétude par rapport aux ententes commerciales. Autant pour ceux qui exportent que pour ceux qui produisent pour le marché intérieur. L'accord avec l'Europe, c'est inquiétant pour les fromagers du Québec, parce que ce n'est pas vrai qu'il n'y aura pas d'impact si on importe d'ici 5 ans l'équivalent de 30 des fromages fins produits au Canada. C'est impossible qu'il n'y ait pas d'impact. Jamais l'Europe aurait accepté d'ouvrir 30 de son marché dans un produit spécifique. Jamais l'Europe aurait accepté ça. Le Canada a accepté cette entente-là. Semble-t-il que c'est le sacrifice qu'ils ont été obligés de faire. Inquiétude chez les producteurs de lait par rapport aux importations de lait diafiltré, par rapport aux importations de volailles qui contournent les règles d'importation. Mais inquiétude aussi, surtout depuis les élections américaines, de la fermeture possible des marchés ou de contraintes plus grandes pour l'exportation. M. Trump a déjà annoncé que le PTP, c'était fini. Il a déjà annoncé qu'une des premières choses qu'il ferait, ce serait de réinstaurer le cool au niveau de l'identification de la viande. Puis ça annonce une chose. Ça annonce que les États-Unis vont négocier des ententes bilatérales dans le futur. Et des ententes pour leurs besoins propres, tant sur les marchés qu'ils ciblent que sur la protection de leurs marchés. Des inquiétudes aussi pour les producteurs de bois qui voient les États-Unis prendre des mesures protectionnistes pour leur marché. Des inquiétudes pour les producteurs de céréales qui, alors que les prix semblent vouloir baisser, la production mondiale étant bonne, des inquiétudes pour eux au moment où on leur dit qu'à l'avenir, ils vont ne pouvoir bénéficier que des programmes agri pour gérer leurs risques. Des inquiétudes aussi au niveau général, parce qu'on ne sent pas que le gouvernement du Québec est là est présent pour être compétitif par rapport aux États ou par rapport simplement à l'Ontario maintenant ou par rapport aux autres États pour qu'on soit capable de maintenir et de développer notre place sur les marchés dans une population qui est en croissance. Alors tout ça, je pense que ça résume pas mal bien le sentiment que vous avez un peu partout. Puis il y a eu l'inquiétude encore plus grande des producteurs acéricoles lorsque le rapport Gagné est tombé et qu'on proposait ni plus ni moins que de mettre fin au contingentement dans le secteur acéricole, un secteur qui a connu une croissance inégalée dans les 15 dernières années. Donc tout ça, ce n'est pas une situation qui est d'ordre à favoriser l'investissement. Là, je pourrais allonger la liste, je pourrais continuer sur beaucoup d'autres secteurs. Mais je pense que tout le monde se retrouve un peu dans ce portrait-là. Inquiétude aussi parce que le compte-rendu ou la façon dont les médias rapportent l'actualité agricole ou ce qui se passe en agriculture renvoie rarement une image positive. Et ce matin, Patrice Junot me disait qu'en fait, les médias sont un peu victimes de la façon dont ils peuvent intéresser le lecteur. C'est qu'ils font le choix de ce qui est intéressant plutôt que du choix de ce qui est important. Alors, la façon de rapporter une nouvelle, lorsqu'on cible ce qui est intéressant, est bien différente. Je vais juste prendre un petit exemple. Sur les pesticides, par exemple.
Il est sorti des nouvelles cette année sur les pesticides, l'usage des pesticides. On retrouve des pesticides dans les cours d'eau, les analyses qui ont été faites sur les aliments. On a ciblé cette nouvelle-là en ciblant un peu une aggravation de la situation, alors que si on avait regardé en détail, on aurait vu qu'il n'y a pas une aggravation, c'est plutôt qu'il n'y a pas d'amélioration, comme on l'aurait souhaité. C'est très différent comme nouvelle. Si on avait dit finalement la situation n'empire pas, malgré qu'on aurait souhaité qu'elle s'améliore, déjà c'est différent pour le consommateur. Et quand on regarde sur les produits qu'on consomme, aucun des produits canadiens ou québécois qui a été testé, sur aucun de ces produits-là, les traces qu'on a retrouvées dépassaient les normes permises pour la santé publique. Mais plutôt que de dire ça, on dit on a retrouvé sur presque tous les produits qu'on a testés. Donc, c'est sûr que ça crée une toute autre... C'est très différent pour le producteur agricole qui reçoit une nouvelle comme celle-là, et c'est très différent pour le consommateur qui a à juger de la situation et à estimer c'est quoi la réalité. Et ça, dans le bien-être animal, c'est la même chose. Donc, on est devant une situation où la couverture qu'on fait de l'actualité agricole est souvent déterminée par la façon dont je peux intéresser le lecteur ou l'auditeur. L'exception à ça, je dirais, dans la façon de traiter la nouvelle, c'est la semaine verte, lorsqu'elle traite des dossiers agricoles. Parce qu'elle présente souvent plus qu'une situation, plus que simplement une nouvelle. Ils ont le temps d'approfondir l'information. En réponse à ça, on s'en va sur des sommets sur l'agriculture. On nous propose des sommets sur l'agroalimentaire, sur le bioalimentaire. Puis on a été un peu, pas un peu, on a quand même été déçus l'an dernier de la réception que le ministre a accordée à la proposition qu'on lui a faite lorsqu'on lui a proposé de s'asseoir avec les ministères concernés. On avait regroupé CETAC, le Conseil de la transformation alimentaire, qui représente 500 entreprises. On avait l'Union des producteurs agricoles. On était appuyé par le mouvement coopératif des jardins et le mouvement fédéré. Et on avait l'Université Laval. Puis on aurait pu, je vous le dis, là, ce mouvement-là, si on avait voulu avoir d'autres adhésions, là, on avait juste à demander aux gens, êtes-vous d'accord? Puis on aurait pu avoir une liste de 50, 60, 100 organisations ou transformateurs ou groupes impliqués dans le bioalimentaire. Tous auraient dit oui, parce que les trois éléments sur lesquels on voulait travailler, rareté de la main-d'œuvre, investissement en agriculture, investissement en recherche, ça faisait l'unanimité chez tout le monde. Plutôt que d'aller rapidement et de trouver avec les partenaires des solutions à ces trois enjeux-là, on nous invite dans un sommet sur l'agroalimentaire qui va se dérouler en 3 rendez-vous distincts. J'ai participé au premier rendez-vous, celui des consommateurs. Et on n'a pas vraiment... il n'y a pas eu de grande surprise. C'était intéressant, mais il n'y a pas eu de grande surprise. Ce qui est ressorti, clairement, c'est que pour les consommateurs, et c'est ce qu'on avait dit l'an dernier au Congrès, les attentes des citoyens, c'est une chose, les besoins des consommateurs, c'est autre chose. Et dans les enquêtes qui ont été faites, plus de 80 % des consommateurs, le premier critère de décision d'achat, c'est le prix. Et lorsqu'on arrive pour des considérations d'ordre éthique, d'ordre environnemental ou autre, ça baisse beaucoup. Tout le monde est préoccupé, tout le monde a de l'intérêt pour ces questions-là, mais lorsqu'arrive le temps d'acheter, pour plus de 80 %, c'est le prix. Et c'est ce qu'on avait dit au ministre l'année passée, entre le citoyen et le consommateur, faisons attention. À la rencontre des consommateurs, il y avait des organisations qui représentaient, je dirais, davantage
des citoyens que le consommateur lui-même. Parce que le consommateur, il est dur à saisir. Hein? Parlez-en à ceux qui sont sur les marchés, là, ils vont vous le dire. Des organisations pour la Québec en forme, des organisations, les Amis de la Terre, les organisations contre les OGM, des organisations. Est-ce qu'on peut parler d'organisations de consommateurs? Ils ont leur mot à dire, mais c'est comme je disais, puis je mettais en garde, est-ce que c'est sur ces attentes-là qu'on peut construire une politique bioalimentaire? Uniquement ces attentes-là. Il y aura 2 autres sommets, un sur la transformation et un sur les producteurs. Puis je trouve, moi personnellement, qu'en isolant chacun des groupes, on ne favorise pas cette collaboration-là qu'on aurait dû souhaiter dès le départ. Quand on va arriver au sommet sur les producteurs, au rendez-vous sur les producteurs, c'est évident que l'UPA va être mise sur la sellette, puis qu'on va commencer à critiquer ou à dénoncer le modèle UPA. L'an dernier, quand M. Paradis est allé rencontrer le groupe Les Entrepreneurs agricoles, il a dit qu'il ne savait pas comment je pouvais faire pour être président de l'UPA. Ça doit être une job épouvantable. Il y a tellement de groupes, il y a tellement de gens qui ont des opinions différentes, il y a tellement d'intérêts différents. Puis, je suis patient parce que j'ai attendu jusqu'à aujourd'hui pour répondre à cette question-là. Et ma réponse à cette question-là, c'est non, c'est pas difficile d'être le président de l'UPA. Parce que je suis le président de 41 groupes qui ont choisi ensemble de travailler volontairement. Ce n'est pas une obligation pour aucune des fédérations d'être membre de la Confédération. C'est un choix. Et c'est un choix qu'on fait en sachant que ça se peut que ça m'oblige à des compromis, ça se peut que ça m'oblige à des consensus auxquels, oui, j'adhère, mais finalement, ce n'est pas 100% ce que j'aurais souhaité. Parce que c'est collectivement puis ensemble qu'on peut faire avancer nos dossiers. Favoriser la division au sein du milieu agricole, c'est stigmatiser des positions. C'est à ça que ça va nous amener. Exactement comme les partis politiques à l'Assemblée nationale. Chacun se définit par opposition à l'autre et en fonction de ses positions. Et là, ça devient ancré, ça devient gelé, ça devient immuable. Et là, tu n'es pas capable d'aller chercher des consensus, et là, tu n'es pas capable de faire avancer tes dossiers. C'est pour ça que je suis content d'être président de l'UPA, parce que je travaille à faire avancer les consensus par les compromis au bénéfice de tout le monde. Et c'est ça le modèle UPA, et c'est ça le modèle que moi, je vais continuer à défendre. On n'a jamais eu autant besoin de consensus dans la société que maintenant par rapport aux enjeux qu'on a à affronter, que ce soit sociaux, que ce soit climatiques, que ce soit de positionnement sur les marchés. Alors, on va participer à ces sommets-là, mais ces sommets-là cachent quelque chose. Parce que la vraie raison du temps que ça va prendre avant d'arriver au sommet final, c'est que le gouvernement n'a pas l'intention de bouger beaucoup sur les enjeux cruciaux. Même si on dit qu'on peut mâcher de la gomme puis marcher en même temps, il reste que ce n'est pas donné à tout le monde. Puis, et pourtant, il y a une urgence là. Puis, ce que les sommets vont cacher, en fait, c'est
la situation actuelle. Puis là, je vais vous montrer à l'écran, je ne sais pas si on va les présenter. J'ai 4 tableaux en fait à vous montrer. OK, ils sont là, donc vous les voyez derrière moi. OK. Ici, vous avez le budget de la financière des années 2010 à 2016, tel qu'il a attribué à la financière, les budgets réels attribués à la financière, avec les surplus cumulés, puis avec les excédents à la fin. Les excédents cumulatifs, ça donne un excédent de 753 millions de dollars. Si je l'applique sur le déficit était de 500. Si j'avais le déficit à la ligne 2010-2011, il est de 560 quelques millions, puis à la fin, il serait de 526 millions environ. Mais on est parti d'une situation au niveau des livres de l'État, d'un déficit de 500 quelques à un surplus net qui serait autour de 200 quelques, donc tout près d'un 800 millions au net de mieux dans les livres de l'État. Donc, on a contribué entre ces années-là pour un rattrapage de 800 millions au déficit de l'État. Si j'ajoute l'autre tableau, si on avait maintenu les contributions comme il y était prévu, parce qu'on avait un plan de 5 ans avec des contributions de 630 millions, puis si on se projette, puis on avait maintenu 630 millions pour l'année 2015-2016, c'est 1,1 milliard qui a été dégagé en surplus par la performance de l'agriculture et l'absence de réinvestissement en agriculture, qui a été un choix, là. Parce que la financière agricole, elle n'a pas la marge de manœuvre pour décider de réinvestir en agriculture. Elle a la tâche d'appliquer les programmes, mais pas la marge de manœuvre pour réinvestir. Si je vais au tableau suivant, ça, c'est les dépenses de la financière agricole pendant la même période. Donc, c'est sûr que c'est pour ces raisons-là qu'il y a des surplus qui se sont cumulés. En 2015, on va avoir frappé un seuil au niveau des dépenses en gestion des risques et protection des revenus. Ça n'aura jamais été aussi bas que ça. Alors, je parlais d'inquiétude au début de mon discours. On commence à expliquer des choses. Et si on va au tableau suivant, ça, c'est le tableau des investissements au Québec par rapport à l'Ontario et au reste du Canada. Les tableaux, c'est des dépenses en immobilisation. Donc, il n'y a pas d'achat de terre là-dedans, puis il n'y a pas d'achat de quotas. C'est vraiment des dépenses en immobilisation. De 2006 à 2015, les dépenses en immobilisation du Québec ont augmenté de 23 %, je crois, c'est 23 parce que là, je n'ai pas le chiffre, mais en Ontario, ou 32 %. En Ontario, de 98 %, puis dans l'ensemble du Canada, incluant le Québec, de 160 %. Et si je prends plus spécifiquement à partir de 2010, les mesures de resserrement à la SRA, nos investissements ont décru, passant de 720 millions à 609 millions. 100 millions de moins en dépenses en immobilisation sur les fermes du Québec. Et si vous regardez la réduction si vous mettez en parallèle la réduction des investissements avec la réduction de l'intervention de l'État, vous pouvez faire, les deux lignes se suivent nettement. Donc, oui, le gouvernement avait une mission de réduire le déficit puis d'arriver à l'équilibre budgétaire, mais cette mission-là n'était malheureusement pas soutenue par une vision du développement de l'agriculture. On aurait très bien pu avoir une mission d'équilibrer les dépenses le plus possible, mais en maintenant une vision du développement de l'agriculture. Ce n'est pas arrivé. La vision, on espère la développer puis qu'elle soit prête pour 2018. Pourtant, le potentiel est là. Puis je vais vous donner des exemples de
de ce qu'on a fait dans les années passées. Il y a quelqu'un qui a créé une fondation récemment, la fondation Jean Garon. On va en parler un peu de ce monsieur-là, parce qu'il mérite notre respect. Moi, ma mère était une libérale, parce que je dis était, parce qu'elle est décédée, pas parce qu'elle a changé de parti politique. Une vraie, là. Tu sais, je pense qu'elle a été infidèle une fois. C'est quand M. Garon était là. Alors, ça, c'est tout dire. Parce qu'elle était bien religieuse, ma mère, ça, que c'est pour être infidèle, il fallait que ça soit très, 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 très sérieux. Mais en 70, on a ouvert un chantier de modernisation de l'agriculture du Québec. On a mis en place l'ASRA, la loi sur la protection des terres agricoles. On a ouvert les prêts pour faciliter l'emprunt. L'Office du Crédit agricole a joué un rôle extraordinaire. C'est l'époque où on a modernisé notre agriculture. Puis suite à ça, là, entre les années 1980 et 2000, on est passé, l'agriculture du Québec, de 4 milliards de production à tout près de 8 milliards, si je ne me trompe pas, Charles, autour? 90-2010. 90-2010, OK. Mais il reste qu'on a doublé la valeur de notre agriculture en l'espace de 20 ans. Dans les années 90, un autre grand chantier, c'est celui des sites d'entreposage. Le gouvernement a soutenu par des subventions, il a dépensé à travers ou investi 500 millions de dollars pour les sites d'entreposage dans les années 90 jusqu'à 2000. Jusqu'à maintenant, même, on en soutient encore les intérêts de quelques-uns. Et ça a permis des investissements très importants parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui construisaient une fosse sans procéder à un agrandissement ou qui construisaient une fosse uniquement pour les besoins de l'année où ils construisaient. Tout le monde construisait plus grand. Tout le monde a agrandi son site d'élevage. Tout le monde, ça l'a lancé l'agriculture vers une autre étape. Et les résultats de ça, bien, comme Charles vient de me le glisser à l'oreille, là, on a doublé la production agricole au Québec à travers ça. Moi, j'appelle ça, c'est un chantier environnemental parce qu'on a, à cette époque-là, les clubs agro sont nés. On a lancé aussi un plan d'action concerté en environnement. On a amélioré énormément nos pratiques. Ça a été un gros chantier. Mais ce chantier-là a positionné l'agriculture jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un autre chantier à lancer. C'est le chantier, je dirais, des attentes sociétales. Les attentes en termes de bien-être animal, continuer à travailler au niveau environnemental, le développement des marchés, répondre à la croissance de la population, les changements climatiques. On est interpellé dans une autre vague de développement de notre agriculture. Mais il faut la lancer, cette vague-là. Et moi, quelqu'un m'a posé la question récemment, « Qu'est-ce que tu ferais si tu étais ministre de l'Agriculture? » Bien, j'ai dit, moi, je lancerais ce chantier-là pour notre agriculture. Ça serait minimum 150 millions par année pendant 5, 6, 7 ans pour moderniser notre agriculture, pour lancer notre agriculture dans les années 2020 et après, pour faire notre place sur les marchés, pour maintenir cette place-là sur les marchés, pour améliorer la qualité du produit, pour répondre aux attentes sociétales. Parce que si on ne le fait pas, on va continuer à faire du surplace comme on fait depuis les 5-6 dernières années. Et l'inquiétude va se transformer en abandon. Parce qu'un producteur qui est rendu à 50-55 ans et qui est inquiet, ça n'annonce pas des bonnes années pour sa relève. Pour installer la relève en agriculture, il faut pallier à ce sentiment d'inquiétude-là, puis il faut redonner la confiance dans les investissements. Parce qu'on a une relève de plus en plus formée, de mieux en mieux outillée pour être capable de faire face aux enjeux de demain.
Puis on a les budgets pour le faire, parce que ça devient un choix de société. Ce n'est pas un choix uniquement budgétaire. Quand on a investi 1 milliard dans Bombardier, ce n'était pas uniquement un choix budgétaire. Socialement, cette entreprise-là est importante au Québec. Puis on l'a soutenue. Je n'ai rien à dire contre ça, moi. Quand on développe des centrales électriques, quand on investit dans l'éolien, c'est des investissements qui demandent des ponctions budgétaires, mais on le fait socialement, c'est important. L'agriculture et l'agroalimentaire, premier secteur en importance au niveau primaire, premier secteur en importance au niveau de la manufacturier, on a une décision à prendre en tant que société d'investir dans ce secteur-là. Ce n'est pas juste un choix budgétaire, c'est un choix de société. Si on veut placer notre industrie pour qu'elle soit performante dans les années 2020 jusqu'aux années 2035-2040, c'est maintenant qu'on a une décision à prendre. Et c'est maintenant qu'il faut relancer un chantier sur l'investissement en agriculture. Puis je dirais qu'on est équipé pour le faire parce qu'on travaille ensemble. Je reviens à ça, puis je vais conclure avec ça. J'ai fait beaucoup de congrès, puis j'ai vu la force du ensemble. Ensemble, quand on s'est levé debout pour maintenir le plan conjoint et le contingentement dans le sirop d'érable, ça a été une belle démonstration, une super démonstration. Puis savez-vous pourquoi on a réussi? Parce que le ensemble, ce n'était pas uniquement les producteurs. Le ensemble, c'était la filière au complet. Nos plans conjoints qu'on a créés dans les années 70, 80, visaient au début à regrouper les producteurs pour se donner une force de négociation avec nos acheteurs. Les plans conjoints aujourd'hui sont en train d'accomplir une autre étape. C'est de regrouper l'industrie en filières. Dans le sirop, c'est une réussite exceptionnelle. On est parti de groupes qui étaient vraiment sous tension les uns avec les autres. Puis j'ai vu, puis je les ai accompagnés, un groupe qui était soudé, qui ont des enjeux encore, mais qui travaillent ensemble parce qu'ensemble, ils ont mis en place la banque pour soutenir le prix du sirop et assurer l'approvisionnement. Puis ensemble, ils continuent de partager et développer les marchés. J'ai vu ce que ça a fait aussi ensemble dans les fraises framboises. Dans les fraises framboises, là, je ne l'ai pas mentionné, je vais le dire là, eux autres aussi ont une inquiétude. Puis dans le secteur maraîcher, dans le secteur pomicole, c'est le fameux 15 $ de l'heure. Dans ces secteurs-là, et en général dans l'agriculture, passer à 15 $ de l'heure aurait un impact significatif pour plusieurs entreprises. Et ça signifierait probablement la fin de la production dans plusieurs de ces cas-là. Alors ça, c'est le message que j'envoie à tous ceux qui militent pour le 15 $ de l'heure, là. On va avoir une étude qui va sortir en avril sur les conséquences en agriculture. Ce n'est pas qu'on est contre l'amélioration des conditions de vie des gens les moins fortunés, mais il faut être capable de l'absorber si on ne peut pas le transférer au marché. Puis si on n'est pas capable de le transférer au marché puis qu'on n'est pas capable de l'absorber, bien, ça veut dire que les entreprises vont disparaître, là. Puis là, on n'améliore pas la situation des moins démunis si on prive ces gens-là d'un travail. Alors, c'est sûr que sur ce dossier-là, nous, on est distinct par rapport à d'autres positions qui ont été prises dans le milieu syndical. Puis on va continuer de faire valoir cette complication-là pour nous. Mais dans les fraises framboises, après la Californie et la Floride, parce qu'ils sont ensemble, on est devenu le 3e plus important producteur de fraises framboises en Amérique du Nord. Et en travaillant dans une chambre de coordination, on a réussi, en impliquant les distributeurs, à mieux comprendre leurs besoins, puis on a réussi à répondre à leurs besoins, puis à positionner nos fraises, les fraises du Québec, dans le marché, puis les gens les attendent maintenant, tout en continuant en développant l'autocueillette puis
les kiosques à la ferme. Mais ça, c'est une autre réussite exceptionnelle du ensemble. Et la démonstration de l'évolution de nos mécanismes de mise en marché. Dans le lait, j'ai travaillé quand même pas mal. Même chose au début des années 80. La bataille avec les coopératives. Bataille dure. On a passé cette étape-là. Récemment, AgroPure a accepté de mettre le logo sur ses produits au Canada pour assumer son identité canadienne. On a réussi à faire évoluer nos mécanismes jusqu'à Ensemble au Canada dans ce secteur-là. Parce qu'on se compétitionnait en province et on est allé jusqu'à déborder cette compétition-là et à développer un ensemble qui transcende les frontières interprovinciales. Dans la gestion de l'offre, c'est le cas. Avec l'industrie, avec la distribution, bien souvent. On est allé ensemble dans le port. J'ai participé à leur forum sur la production récemment. On est très productif, on est parmi les plus productifs au monde en termes de kilos produits par truie. On est le premier au monde en termes d'empreinte eau. Donc, c'est nous qui usons le moins d'eau par kilogramme de viande produite. On est les deuxièmes au monde en termes d'empreinte carbone. Tout le porc produit au Québec est transformé au Québec. On importe même des porcs pour les abattre ici. Il y aurait de la place à abattre 800 000 porcs de plus au Québec. Ça générerait 200 millions de dollars de revenus de plus et de PIB, et ça ajouterait au PIB 200 millions de plus. C'est là. On est parmi les meilleurs au monde, c'est là. Ça prend ce programme d'investissement-là. Dans le secteur maraîcher, les choses évoluent. On est parti d'organisations qui étaient en confrontation à des gens qui travaillent de plus en plus ensemble. Là aussi, il y a un très beau potentiel de développement. Dans le secteur des céréales, il y a beaucoup à faire si on améliore la qualité des terres dans les régions surtout, parce qu'il y a un grand potentiel de développement du secteur céréalier encore au Québec. Dans le secteur bovin, ovin, on a plein de terres que si on n'assure pas la pérennité de cette production-là, il y a plein de terres qui vont retourner en friche dans ces régions-là. Le 8 milliards de production agricole au Québec peut facilement devenir, d'ici quelques années, 10 milliards de production agricole. Puis on a les outils ensemble pour répondre à cette demande alimentaire-là par une production de qualité et assumée par des producteurs compétents. Si on a derrière nous un gouvernement qui a une vision du développement du bioalimentaire. Mais ensemble aussi, on peut manquer de patience. Et là, je vais terminer avec les deux résolutions qu'on va discuter plus tard dans le Congrès. Le programme de crédit de taxe foncière agricole. On a tenté depuis au moins le mois de juin de convaincre les gens du ministère de l'Agriculture que ces modifications administratives-là ne faisaient pas la job. On nous parlait de réforme, là on ne parle plus de réforme, on admet que c'est juste des modifications administratives. Ce programme-là est devenu un des programmes les plus importants pour les producteurs agricoles du Québec. C'est celui qui intervient le plus. Je vous ai parlé tantôt 251 millions sur l'ensemble des programmes de sécurité du revenu de gestion des risques en 2015, incluant l'assurance récolte. Le programme des taxes, c'est 140 millions. Il n'est pas dans le 250. C'est 140 millions à lui seul. La proposition qui est sur la table, j'ai demandé à M. Létao hier, pour une deuxième fois, de surseoir à la mise en place de cette proposition-là et de s'asseoir avec la Fédération québécoise des municipalités et l'UPA pour trouver des solutions durables à l'enjeu de la taxation foncière agricole.
Je vais vous dire pourquoi cette modification administrative-là ne fait pas sens. Premièrement, elle fait fi de l'augmentation importante qu'ont subi le prix des terres dans certaines régions. Dans le programme actuel, on tient compte de ce facteur-là en créditant, en accordant un taux de crédit de 85 % sur le prix des terres. On va ramener ce taux-là à 78 %. Donc, toutes les terres qui ont pris beaucoup de valeur dans les dernières années, les producteurs vont assumer davantage un coût pas mal plus important de leurs taxes. Pour les petites entreprises, où on remboursait auparavant 70 % des taxes scolaires et 100 % du premier 300 $ de taxes, les petites entreprises sont également les plus touchées par cette modification-là. Donc, déjà, si administrativement c'est plus simple, l'effet sur le terrain, lui, est loin d'être neutre. Le 8 millions de dollars supplémentaires ne sert pas à diminuer les coûts supplémentaires que vont assumer les producteurs. Le 8 millions supplémentaires sert à assumer les coûts supplémentaires pour le gouvernement, mais pas les coûts supplémentaires pour les producteurs. Donc, l'analyse qu'on fait et qu'on vous dit 30 à 40 % des producteurs, c'est-à-dire 80 % des producteurs vont avoir des augmentations de 30 à 40 %, c'est vrai. La coopérative fédérée par le groupe Forêt-Lavoie arrive au même résultat que nous. Le 8 millions va servir à rendre admissibles 3 200 nouveaux adhérents au programme. Vous vivez dans les régions, là. Est-ce qu'il y a vraiment, au moment où on se parle, 3 200 producteurs agricoles qui n'ont pas accès au programme de remboursement des taxes? Qui sont ces 3 200 nouveaux adhérents-là? Nous, on sait une chose, le 5 $ de revenus par 100 $ d'évaluation privait un 5 à 600 producteurs du programme. Ça, on le sait. Mais les 2600 autres, alors qu'on coupe actuellement dans l'assurance, dans l'assistance sociale, alors qu'on coupe dans les programmes sociaux, on va rendre admissible. Moi, j'ai cherché à savoir qui ils sont. On va rendre admissible des gens qui sont en territoire agricole, mais sont-ils réellement des gens qui envisagent de devenir des producteurs agricoles? C'est pour ça qu'il y avait le 5 000 $. Donc, quand tu produis 5 000 $, tu deviens admissible. Mais là, actuellement, c'est qu'on va dire, si tu envisages de produire 5 000 $, on va te rendre admissible. Qui va vérifier ça après la période de 3 ans, si la personne a atteint ou pas le 5 000 $? On aurait pu offrir à ces producteurs-là, parce qu'il y a des cas qui peuvent être concrets. Quelqu'un qui se lance dans la production de vignes, dans les premières années, il y a des grosses dépenses, mais il n'y a pas nécessairement de revenus. Ça n'est des cas, ça, potentiels. On aurait pu, un peu à l'image du programme forestier, rendre ces gens-là admissibles à travers leur déclaration de revenus à un crédit applicable en fonction de leurs taxes pour compenser cet investissement-là qu'ils font en vue de devenir producteurs agricoles. Si on avait fait ça, on aurait assuré une façon juste et équitable de rendre admissibles des gens à un programme. C'est pour ça qu'on a dit non à cette modification-là. C'est pour ça que ça ne sera pas acceptable si le gouvernement ne recule pas sur ce programme-là. C'est la première fois, à ma connaissance, que la Fédération québécoise des municipalités et l'Union des producteurs agricoles ont dit au gouvernement, ensemble, on veut s'asseoir pour revoir les fondamentaux de ce programme-là. Parce que le fondamental de ce programme-là, qui coûte de plus en plus cher à l'État, mais aussi qui fait que les producteurs payent de plus en plus de taxes, c'est la valeur taxable des terres agricoles. Dans la plupart des pays ou des provinces, on a appliqué un maximum sur la valeur taxable. On a mis d'autres critères,
mais on a appliqué une valeur maximum sur la valeur taxable. Et la FQM était prête à s'asseoir avec nous, puis on a l'appui des quads, puis on a l'appui des fédérations de motoneigistes. On ne demande pas plus d'argent, on demande de s'asseoir. On demande juste de s'asseoir. L'autre programme dans lequel on est en train de mettre la hache, c'est le programme d'assurance santé animale au Québec. Il y a 15 millions là-dedans. Pas une grosse, c'est pas une fortune, là. 15 millions. Ce programme-là assure des services vétérinaires à travers tout le Québec à des taux définis, peu importe la distance qui te sépare de la clinique vétérinaire. Au Québec, on a des exigences plus importantes qu'ailleurs. On ne peut pas user de médicaments vétérinaires sans une ordonnance vétérinaire. Et cette combinaison-là, d'avoir accès à un vétérinaire à un taux déterminé, associé à cette exigence-là, ça se tient, ça. C'est un tout, ça. Moi, je suis sûr que si on délie ces deux éléments-là, il y a de plus en plus de médicaments vétérinaires qui vont rentrer de l'extérieur et qui ne seront pas utilisés sous prescription, au détriment de la santé publique. C'est ça que ça risque de provoquer. Ce que ça va provoquer aussi, c'est que les grandes entreprises qui ont accès, qui ont un gros volume, vont pouvoir se négocier des taux avec des cliniques, avec des vétérinaires, que les plus petites entreprises ne pourront pas obtenir. Ça fait aussi qu'en région, on a déjà de la misère à convaincre les vétérinaires d'étudier pour devenir des vétérinaires dans le secteur des grands animaux. Ça veut dire que si tu enlèves ce programme-là, puis que tu augmentes l'insécurité du revenu pour les futurs vétérinaires, alors qu'ils peuvent avoir une vie beaucoup plus simple en traitant des petits animaux, on va avoir moins de vétérinaires qui vont choisir cette carrière-là, puis on va augmenter le problème qu'on a à recruter des gens pour les régions. C'est un autre programme qui est essentiel à conserver, mais là, c'est le 1er avril, ce programme-là, c'est fini. On passe au programme de santé animale du Québec, et là, chacun négociera ses taux. Ce n'est pas acceptable, ça non plus. Pourquoi ne pas construire sur ce qui fonctionne, bonifier ce programme-là pour en faire un programme de santé animale et maintenir le volet assurance santé animale dans ce programme-là? On a perdu le programme PAFRAD pour les associations de producteurs désignés. On n'a pas bougé beaucoup. Mais là, sur ces deux programmes-là, moi, je vous demande, êtes-vous prêts à vous mobiliser? Parce que si on ne se mobilise pas, on va y perdre. Ou on va passer ou on va subir ce qui va arriver. On ne demande pas grand-chose. On est vraiment raisonnable. On demande de pouvoir s'asseoir puis d'avoir quelqu'un en face de nous qui est prêt à discuter honnêtement. C'est juste ça qu'on demande. On va en trouver des solutions. Moi, j'ai travaillé pendant toute l'année à maintenir ces relations-là et à établir un bon dialogue. Je pense que c'est encore possible, mais il y a une chose qui est nécessaire, c'est qu'on ne peut pas, à ce moment ici, là, fermer les yeux sur, je dirais un peu le mépris du ministre envers l'UPA. Quand le ministre, durant l'interpellation, dit que nos chiffres sont faux, quand le ministre, pour ridiculiser M. Villeneuve, il lui offre un boulier compteur, quand le ministre, à Victoriaville, déclare « Oui, mais c'est comme ça, à chaque congrès de l'UPA, ça prend un gros dossier »,
Après, tout le monde s'en va chez eux, puis c'est fini. Si c'est ça, sa perception de ce que nous sommes, il y a un méchant problème, là. Alors, je vous le dis, là, vous êtes tous ici aujourd'hui. C'est maintenant qu'il va falloir se lever. C'est maintenant qu'il va falloir se faire respecter sur ces deux dossiers-là, sur ces deux lois-là. Puis moi, je compte sur vous, puis moi, je vais être là. Merci beaucoup. Bon congrès. Merci beaucoup.